Agipi, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. S'engager pour les familles monoparentales. Aujourd'hui en France, une famille sur 4 est une famille monoparentale, c'est-à-dire une famille où un adulte vit avec un ou plusieurs enfants sans partenaire. Cette proportion a doublé en 30 ans, plaçant la France devant des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. En moyenne, cette situation familiale dure 6 ans pour les mères et 4 ans pour les pères. 3 familles monoparentales sur 4 sont issues d'un divorce ou d'une séparation. En France, les structures familiales sont désormais diverses. 63,3% de familles traditionnelles, composées d'un couple avec des enfants, 9% de familles recomposées où un couple vit au moins avec un enfant né d'une union précédente, et 24,7% de familles monoparentales, soit au total 2 millions de familles et 3,1 millions d'enfants. Mais cette diversité cache une réalité préoccupante. Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables et les mères solo, qui représentent 90% des parents monoparentaux, sont souvent confrontées à des défis socio-économiques importants. Environ 40% de leurs enfants sont en situation de pauvreté, soit 2 fois et demi plus que ceux vivant dans une famille traditionnelle. Ils sont également 2 fois plus nombreux à ne pratiquer aucune activité extrascolaire. Cette précarité économique se traduit aussi par des difficultés d'accès à l'emploi. Plus les mères ont d'enfants, moins elles peuvent travailler, bien que 47% d'entre elles le souhaitent. Cette situation est souvent liée à l'absence de solution de garde d'enfants. Et puis, l'autre facteur aggravant, c'est le niveau d'études des parents monoparentaux. 45% des mères à la tête d'une famille monoparentale ont un niveau du diplôme inférieur au bac, contre 29% pour les mères de familles traditionnelles. Alors vous voyez, in fine, les mères isolées sont exposées à un cumul sous-estimé d'inégalités et de difficultés. Des niveaux de vie inférieurs, des privations matérielles et sociales, des difficultés d'emploi, des difficultés d'accès au logement et de garde d'enfants. Angle mort des politiques publiques, il devient aujourd'hui impératif de considérer ces familles comme un modèle familial parmi d'autres. Et le récent rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat semble enfin montrer une attention particulière au statut et aux droits de ces familles. Alors, Madame la sénatrice, je suis ravie de vous recevoir ce matin. Et ma première question, c'est mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher l'ouverture de ce rapport sur les familles monoparentales ? Une vraie volonté politique portée par la présidente de la délégation aux droits des femmes, Dominique Vérien, de mettre ce sujet. C'est le premier sujet qui a été traité par la délégation aux droits des femmes après les élections sénatoriales. Et c'est un vrai sujet d'égalité et d'égalité qui concerne les femmes. Et donc c'est un sujet de délégation aux droits des femmes. Parce que les familles monoparentales, vous l'avez rappelé, c'est une famille sur 4. Donc c'est une réalité de tous les jours dans notre pays. Mais c'est 82% des familles monoparentales qui ont à leur tête, comme on dit, une femme. Et ce qui caractérise les familles monoparentales, c'est en effet un cumul de précarité et d'inégalité. Et donc, il faut vraiment se poser la question de savoir comment on lutte contre ces inégalités. Alors, un peu, j'ai constaté que l'originalité de ce rapport, c'est d'avoir bien sûr travaillé en commission, mais vous avez soumis 26 articles de ce rapport à une consultation publique. 100 000 votes enregistrés, si mes chiffres sont bons, et 1000 amendements proposés, avec un travail de compilation qui est en cours, avec comme objectif un projet de loi avant l'été. Alors ça, c'est le travail qui a été effectué en parallèle par un collègue qui est lui député, Philippe Brun, et qui fait ce travail-là, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on était dans un angle mort absolu des politiques publiques. Personne ne parlait des familles monoparentales et de la façon dont il fallait s'attaquer aux inégalités. Et là, vous avez un rapport transpartisan proposé par le Sénat. Vous avez ce travail tout aussi transpartisan proposé à l'Assemblée. Et puis, le gouvernement, qui a semblé au moins entendre qu'on était les uns et les autres en train de travailler sur le sujet, a confié une mission à une députée, un sénateur pour travailler sur le sujet. Donc, nous avons le fol espoir que ça y est, on sort enfin de cet angle mort et qu'on s'attaque enfin au sujet. Ça veut dire 3 réflexions, j'imagine, complémentaires, mais quand même avec des différences. Comment vous allez faire pour cumuler l'ensemble ? Alors, ça fait 3 réflexions extrêmement complémentaires. Ouais. Moi, j'ai longuement discuté avec mon collègue Philippe Brun, qui travaille à l'Assemblée de façon transpartisane. On est vraiment sur les mêmes sujets. Et pourquoi on est sur les mêmes sujets ? Parce qu'en fait, le constat, il est connu, étayé, documenté. Et donc, en fait, on n'a pas 1000 sujets à mettre sur la table.
comment est-ce qu'on accompagne ces familles, comment est-ce qu'on soutient ces familles, comment est-ce qu'on les reconnaît. Et finalement, les sujets de travail, ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors, dans les sujets de travail et dans les propositions, il y a cette carte de famille monoparentale qui pourrait ouvrir droit à des avantages, voire des tarifs préférentiels, afin de mieux soutenir et accompagner les parents solos. Cette carte, c'est un premier acte de reconnaissance de l'existence de ces familles ? Oui, l'un des sujets qui nous est apparu, c'est vraiment comment est-ce qu'on reconnaît les familles monoparentales. On a été très frappés au cours de nos auditions d'entendre que le mot qui revenait le plus souvent, notamment de la part d'associations de collectifs, c'était le mot stigmatisation. On est en 2024, c'est une famille sur 4. Ça veut dire statistiquement, vous emmenez vos enfants à l'école le matin, il y a une personne sur 4 devant l'école qui élève seule ses enfants. C'est une réalité partout, de tous les jours, de toutes les classes sociales, de tous les territoires. Et pourtant, elle nous parlait de stigmatisation. Et donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à proposer un outil très pragmatique, très opérationnel qui permette de répondre à ce besoin de reconnaissance et qui permette aussi de répondre au cumul des difficultés. Pouvoir faire acter le fait qu'on ait une famille monoparentale à un moment donné dans sa vie, c'est pouvoir présenter cette carte et, par exemple, avoir des tarifs préférentiels à la cantine. C'est avoir un accès privilégié au mode de garde. Parce que s'il n'y a pas de mode de garde quand on est une famille monoparentale, il n'y a pas d'accès à l'insertion et l'emploi. Et puis, c'est finalement un sujet qui a émergé quand on a auditionné des entreprises. On a des entreprises privées qui nous ont dit, mais nous, on voudrait pouvoir proposer un certain nombre d'avantages à nos salariés familles monoparentales. Je vous prends un exemple. Doubler le nombre de jours pour enfants malades. Quand votre enfant est malade, vous êtes 2, vous avez 2 fois 3 jours. Quand vous êtes maman solo ou papa solo, vous êtes tout seul et vous avez que 3 jours. Mais votre enfant, il ne va pas diviser par 2 le nombre de jours où il va être malade. Et les entreprises nous ont dit, on a besoin d'un cadre protecteur pour pouvoir, dans notre politique RSE, faire ce type de proposition. Et donc cette carte famille monoparentale, on a pris l'exemple sur la carte famille nombreuse, elle nous est apparue comme le levier pour pouvoir et actionner de la politique publique et pouvoir aider les familles monoparentales et répondre aux besoins de reconnaissance. Alors, il y a quand même, comment allez-vous faire ? Parce que le mode, il y a un mode transitoire de ce statut. On l'a dit tout à l'heure, 4 ans pour les hommes, généralement, et 6 ans pour les femmes. Est-ce que c'est pas ce mode transitoire qui fait qu'en fait, on a du mal à créer ce statut de famille ? Donc, cette carte, elle va être accordée pendant 4-5 ans, elle va être reprise ensuite ? Alors, il y a ce sujet-là, et puis il y a aussi un sujet qu'on a entendu dans un certain nombre d'auditions, qui est la volonté de ne pas être stigmatisé, parce que dire je suis maman solo ou papa solo et donc j'ai des difficultés matérielles, économiques ou d'organisation de vie quotidienne, ça peut aussi se retourner contre vous. Et donc l'intérêt de cette carte famille monoparentale, c'est aussi de dire ok, on ne va pas vous demander de faire le tour des 25 guichets de l'administration et des entreprises privées pour reprouver à chaque fois que vous êtes aujourd'hui une famille monoparentale. Vous le faites une fois. D'abord, vous le faites si vous le voulez. Si vous n'avez pas envie de faire valoir vos droits, personne ne vous obligera à demander une carte famille monoparentale. Vous le faites si vous le voulez. Et si vous le voulez, alors à ce moment-là, ça permettra de pouvoir proposer des choses qui vous sont utiles. Et elle pourrait être disponible quand ? Alors là, on fait la tournée de tous ceux qui peuvent actionner ce type de carte. Et donc, on a un rendez-vous très prochainement dans les ministères pour aller présenter notre rapport. Alors, une des grandes difficultés dans la situation de précarité que vivent ces mères solo, c'est la possibilité de travailler. Comment expliquer que le taux d'activité moyen d'une mère en couple est de 80%, il passe à 76% en solo, et il chute à 30% dès qu'il y a 2 enfants, dont un au moins de 3 ans. Il faut tirer quel constat de ces chiffres et quelles mesures il faudrait mettre en place pour favoriser le retour à l'emploi des mères solo avec des enfants ? À l'évidence, le sujet mode de garde des enfants est un sujet absolument fondamental. C'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de propositions dans notre rapport sur le mode de garde, que ce soit en augmentant ce qu'on appelle des crèches à vocation d'insertion professionnelle pour des personnes qui ne travaillent pas encore mais qui vont s'engager dans un parcours d'insertion professionnelle, des places qui leur sont réservées et qui leur permettent de concilier formation, insertion et donc ensuite emploi et mode de garde. Mais ça pourrait être aussi l'idée de se dire que cette carte de famille monoparentale, elle permettrait de dire, quand j'ai des places en crèche ou en relais d'assistante maternelle dans les zones rurales, eh bien,
je mets un bonus pour l'accès à ces femmes, c'est quand même principalement des femmes, qui ont besoin de pouvoir avoir un mode de garde pour pouvoir ensuite travailler. Parce qu'il y a un chiffre en plus de ceux que vous avez donné, c'est que par ailleurs, lorsqu'elles travaillent, les femmes à la tête d'une famille monoparentale, eh bien elles sont plus souvent en intérim, en CDD, en temps partiel non choisi. Et donc, là aussi, ça explique pourquoi elles ont un reste à vivre qui est tout à fait ridicule. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'elles sont 47% à désirer travailler davantage. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie volonté chez ces mères de ne pas de ne pas rester à la maison, de ne pas avoir ce statut, mais au contraire, d'être complètement insérées dans la société. Et les difficultés sont grandes. Ont-elles le choix quand aujourd'hui dans notre pays, on a près de 30% des pensions alimentaires qui sont dues, qui ne sont pas versées. Elles n'ont pas le choix, elles doivent travailler et en effet, elles veulent travailler. Mais s'il n'y a pas de mode de garde, eh bien, elles ne peuvent pas accéder à l'emploi. C'est pour ça que le sujet est fondamental. En fait, on est passé de 30% d'un pays en 2017 à 24% en 2023 depuis qu'il y a un prélèvement automatique par la CAF. C'est toujours insuffisant, on est d'accord ? C'est totalement insuffisant. On sait que d'autres modèles existent et sont performants. Je vais reprendre évidemment l'exemple du Québec. Au Québec, c'est un prélèvement à la source pour la pension alimentaire et 95% des pensions alimentaires sont payées. Oui, parce que le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui reste quand on a payé son loyer, pour les mères solo, il est de 950 € par mois. Il est de 1410 € pour un homme dans la même situation. Et avec un couple avec enfant, il est de 1780 €. On voit bien là qu'il y a une disparité très forte. Alors, est-ce qu'il ne faut pas des mesures socio-fiscales, par exemple une défiscalisation des pensions alimentaires pour les mères qui les reçoivent ? Il faut d'abord augmenter et revoir le barème d'élaboration de la pension alimentaire, qu'on appelle la contribution à l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, le niveau moyen d'une pension alimentaire, c'est 190 € par mois. Et quand on regarde, pardon, les termes sont horribles et j'y mets des guillemets, mais quand on regarde ce que coûte d'élever un enfant, on est entre 200 et 900 € par mois avec 700 € en moyenne. On voit bien qu'il y a un gap. Et donc, il faut retravailler sur le barème des pensions alimentaires. Et puis là aussi, toujours une question d'égalité. Si vous allez sur Internet, vous êtes en train de vous séparer, vous allez sur Internet pour vous renseigner, savoir quel va être peut-être le montant de la pension alimentaire. On va vous demander 3 choses. Le nombre d'enfants, le mode de garde qui sera le vôtre et le niveau de ressources du parent non gardien. 82% des cas, c'est le père. Mais à quel moment on vous demande à vous quel est votre niveau de revenu et la façon dont vous allez pouvoir élever vos enfants? Jamais il n'est affiché. Et donc, il faut retravailler sur la pension alimentaire. Parce que ça, c'est vraiment la question essentielle. Alors, ce qui est important, c'est pas le revenu... Enfin, c'est important, ça compte dans la décision. Mais ce n'est pas que. Ce qui compte, c'est de quelles ressources je dispose pour élever moi-même mes propres enfants. Évidemment. Et puis, élever un enfant, c'est bien entendu le loger, le nourrir, le vêtir. Mais c'est aussi lui permettre d'avoir des activités extrascolaires. Parce qu'en fait, l'éducation d'un enfant, c'est aussi tout ce qui lui permet de grandir et de devenir un... Oui, et puis il y a la cantine, il y a les frais médicaux, il y a les frais dentaires, il y a les fournitures scolaires, enfin... On nous a beaucoup parlé de mutuelles, par exemple. Dans toutes nos auditions, c'est revenu en disant c'est impossible de payer une mutuelle quand on est un parent seul avec ses enfants. Là aussi, il faut... Et la carte famille monoparentale pourrait nous y aider, dire tarif spécifique pour les familles monoparentales. Alors, en s'exprimant sur la famille, le président de la République a provoqué de très fortes réactions. D'abord sur le réarmement de la France en matière de natalité et aujourd'hui sur le devoir de visite. Quel est votre point de vue sur cette déclaration du devoir de visite ? Que ça ne réglera pas grand-chose. On parlait du montant moyen des pensions alimentaires. Travaillons plutôt sur ce sujet, par exemple, qui est un vrai sujet de responsabilisation des pères, parents non gardiens, pour rester sur la totalité des cas. Le montant de la pension et le fait qu'elle soit versée, qu'on n'ait plus ces 24% de pension alimentaire non versée, ça, c'est de la responsabilisation des pères. Et c'est important de les responsabiliser, c'est nécessaire. Mais honnêtement, sur le devoir, le droit de visite, c'est un sujet qui me paraît plus sémantique et qui en plus laisse ouvertes des portes qui ne me paraissent pas très bonnes. On a eu beaucoup de retours, notamment de mamans solo,
qui nous disait mais moi je suis aussi partie parce qu'il y avait des violences d'ordre psychologique. La question principale, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de violence. Imposer un devoir de visite à une mère qui a tout fait pour s'éloigner de son conjoint en violence, ça paraît complètement invraisemblable. Oui, c'est pour ça que ce sujet il ne règle rien. Responsabiliser les pères, oui, bien sûr. Enfin, responsabiliser les parents non gardiens, parce qu'il y a quand même 20% de pères solo. Oui, bien sûr, mais on peut le faire et on doit le faire, par exemple par le montant de la pension alimentaire. Mais pourquoi une telle déclaration? C'est une déconnexion avec la réalité? Moi, il me semble que c'est peut-être un souci. Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Un souci de rappeler l'importance de la responsabilité des deux parents. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'est 25% de familles monoparentales. Il faut accepter que c'est un modèle de famille qui est aujourd'hui totalement courant, commun, présent partout. C'est votre sœur, votre fille, votre voisine de bureau, c'est la maman devant l'école, c'est tout le monde. Et donc le sujet, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on les aide et on les accompagne. Alors on va bientôt terminer cette conversation. On va essayer de le faire sur une note positive. Est-ce qu'il y a des entreprises dont les initiatives vous paraissent vraiment performantes, novatrices, en dehors des congés pour les enfants malades? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent et que vous avez repérées? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Ah, formidable. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Oui. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elles sont par ailleurs fédérées en réseau et qu'il y a plein d'initiatives et donc elles se nourrissent les unes des autres. Ça peut être des propositions qui soient faites sur la modulation des cycles horaires. Parce que on peut avoir besoin d'arriver plus tôt, de partir plus tard. Oui. Ça, c'est par exemple une bonne initiative. Ça peut être, alors depuis le Covid, c'est un tout petit peu moins spécifique, mais c'était des accords qui permettaient plus de télétravail pour les familles monoparentales. Donc oui, ça existe. Oui, ces entreprises privées, elles bossent entre elles. Et donc vraiment, moi je pense que c'est le bon moment pour qu'on arrive enfin à avancer. Eh bien, voilà, cette note positive terminée. Je vous remercie beaucoup, Madame la sénatrice. Merci et à vous reviendrez nous raconter les mesures qui seront définitivement mises en place quand elles le seront. On ne lâchera rien pour que ça aboutisse. Ne lâchons rien sur les droits des femmes. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGIPI, association d'assurés engagés et responsables.